Lille, 10e ville de France, mais la seule parmi celles de plus de 200 000 habitants à être dirigée par une femme. Martine Aubry, ancienne ministre, ancienne patronne du PS, élue lilloise depuis 1995, maire depuis 2001 et qui se présente pour un 3e et dernier mandat. Alors qui, parmi les 8 autres prétendants, peut la menacer? À vous de juger tout de suite. Bonsoir, c'est notre dernier débat avant le premier tour des municipales dimanche. Et vous le savez, pour ces éditions spéciales, nous sommes en partenariat avec France Bleu Nord. Son rédacteur en chef, Arnaud Bousquet, est donc avec moi, pour vous faire partager la dernière ligne droite de la campagne municipale à Lille. Les enjeux, quel projet, évidemment, pour améliorer le quotidien des habitants, quelle voie de développement pour le cœur de la 4e agglomération française. Bref, quelle vision pour la capitale régionale à l'horizon 2020. Avec nous, sur ce plateau, 5 candidats pour en débattre et puis 4 autres qui ont été interviewés. Les présentations avec nous ce soir et par ordre alphabétique. Lise Dalleux, conseillère municipale et adjointe sortante. Vous êtes à la tête de la liste Lille en mieux avec Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Éric Dilly, Front National, candidat en 2008, aujourd'hui conseiller régional et tête de liste Lille Bleu Marine. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Jean-René Le Serre, sénateur, est soutenu pour ses municipales par l'UMP, par l'UDI, par le MoDem. Vous emmenez la liste Un autre Lille. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous, Audrey Linkenheld, députée PS, conseillère municipale sortante, ex-adjointe, aujourd'hui numéro 3 sur la liste pour Lille. Pour vous, emmenée par Martine Aubry. Martine Aubry, que vous représentez ce soir dans ce studio. On y reviendra. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Hugo Vandame, conseiller municipal sortant, élu communiste. Vous êtes la tête de la liste Front de gauche à Lille. L'humain d'abord. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Donc, je disais que vous allez aussi entendre les propositions dans certains domaines des 4 autres candidats, qui sont Nicole Baudrin pour Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, Alessandro Di Giuseppe pour l'Église de la très sainte consommation, Jacques Mutez pour Radicalement Lillois et Yann Powells, NPA pour Lille anticapitaliste. Nous avions bien sûr invité Martine Aubry, mais elle n'a pas souhaité débattre. Alors c'est donc vous, Audrey Linkenheld, numéro 3 sur la liste de la majorité sortante, qui défendrez les projets de l'équipe sortante. Donc on vous pose la question, et à vous, messieurs, dames, une fois pour toutes dans ce débat, pourquoi n'a-t-elle pas voulu venir, Martine Aubry ? D'abord, je crois qu'elle a fait le constat que dans cette campagne, finalement, on dénigre souvent plus qu'on débat, on dénigre les Lillois, on dénigre la ville, on dénigre aussi les projets des autres et parfois même les personnes. Et c'est ce qui l'a amené à faire le choix de ne pas venir pour ce débat de premier tour. Un mot de commentaire, Jean-René Le Serre ? Oh, bien sûr, écoutez, c'est la 4e fois qu'elle refuse le débat. Donc, les autres fois, on m'opposait effectivement ces contraintes de campagne. Ici, c'est clair, elle n'est pas venue parce qu'elle ne souhaite pas débattre. Je crois que c'est le reflet d'une certaine forme de mépris vis-à-vis de ses adversaires, d'une part, mais ça, c'est pas encore bien grave, mais plus globalement vis-à-vis de la population. Vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Mauroy. Pierre Mauroy est un homme qui aimait davantage sa ville qu'il ne s'aimait lui-même. Je crois que ce n'est pas la même chose pour son héritière. Bon, voilà, vous avez dit ce que Voilà, c'est ça le dénigrement. C'est exactement ce que je viens de dire. Allez, on va dire que vous avez dit ce que vous avez à dire et on passe au débat de fond. Avec Madame Aubry-Bis, parfait. Avec Audrey Linkenheld qui est avec nous ce soir. Jean-René Le Serre, vous avez toujours plutôt l'image d'un modéré à l'UMP, jusque-là, en tout cas. Là, pour la bataille de Lille, vous avez quand même durci votre discours, vous avez un peu musclé votre jeu, comme on dirait en sport. Je vais quand même vous demander, ainsi qu'aux 4 autres débatteurs, de reconnaître un point positif des 6 ans de l'équipe Aubry, version donc 2008-2014. Dites-nous ce qui est à vos yeux la réussite de ce mandat. C'est bien parce que vous m'avez interrogé hier que j'ai trouvé quelque chose. C'est une réussite qui est extrêmement ambiguë. C'est l'image de Lille, l'image de Lille hors de ses murs, une image effectivement d'attractivité qui ne correspond malheureusement pas à la réalité de la vie dans les quartiers. Mais je crois effectivement qu'il y a eu sur ce plan de l'image des progrès qui ont été réalisés. Même question pour vous, Éric Dilly. Écoutez, la mesure favorable ou positive, elle est toute récente. C'est le pont Napoléon. C'est la seule mesure que Madame Aubry a prise pour la défense du patrimoine dans cette ville. Bon, quant à ce qui est négatif, je voudrais revenir, puisque vous ne m'avez pas donné... On est sur le positif et même question aux 3 autres qui se trouvent être dans la majorité sortante. Hugo Vandame, un point positif ?
Oui, l'un des points positifs que je vois dans ce mandat, c'est notamment la relocalisation de l'ESAT. Voilà, il est assez symbolique. Voilà, un établissement spécialisé adapté au travail pour des personnes, pour des travailleurs handicapés. Et voilà, c'est un travail qui a été très long, qui a été mené notamment par ma collègue Sylviane Delacroix. Lise Dalleux. Alors, très rapidement, les Lillois, dans ce mandat, ont manifesté l'envie d'avoir plus d'écologie, d'avoir un mode de vie plus écologique. Ils ont des propositions à faire et nous sommes là pour les accompagner dans ce registre. Donc, c'est un point très positif. Audrey Lincolnel, le point positif majeur que vous retenez? J'aurais pu dire le logement, mais je vais plutôt dire la politique menée en direction des tout-petits et des enfants, parce que nous avons voulu faire de l'éducation notre priorité. C'est aussi une manière d'assurer l'avenir de l'île et d'assurer la réussite de chacun, de chaque enfant et son épanouissement personnel. Alors je vous propose de faire le même tour de table, mais cette fois sur l'échec du dernier mandat de Martine Aubry. Le point le plus négatif pour vous, Jean-René Le Serre? Pour moi, le point le plus négatif, et qui en explique beaucoup d'autres, c'est la politique en matière d'emploi. Négatif à tel point qu'on va dans une sorte de politique de l'autruche. J'avais vos collègues de LCI qui m'interrogeaient récemment et qui me disaient « Madame Aubry parle aujourd'hui d'un taux de chômage de 11%. » On va y revenir. Quand on sait qu'il est à 20, effectivement, mais l'emploi, c'est vraiment pour moi l'échec fondamental parce que c'est celui qui explique tous les autres échecs, à commencer par la fracture sociale et à commencer par l'insécurité. Cette histoire des 11%, on va y revenir. C'est un chiffre officiel sur le bassin lillois. Éric Dilly, n'a rien à voir avec l'île, dans le même ordre. Ah oui. Éric Dilly. C'est pour ça que Martin... Attendez, commencez pas le débat sur l'emploi. Je veux revenir justement à la première question, puisque vous ne l'avez pas posée. Mais le point négatif, c'est justement l'absence de Madame Aubry, ici. C'est son mépris étalé. Oui, mais justement, c'est le point négatif. Et c'est la cause de tout le reste. C'est ce mépris-là, cette façon de dominer les choses et les habitants, du haut de son donjon, qui explique l'État et la situation, l'insécurité, de l'emploi, du logement, de la voirie, de la circulation. C'est sa façon de gouverner du haut de son donjon. Hugo Vandamme. Oui, un point négatif de ce mandat, c'est le refus de mener la bagarre contre les expulsions locatives et d'avoir refusé chaque année, d'ailleurs toutes les composantes politiques, sauf le Front de gauche, en fait, ont refusé de signer un arrêté anti-expulsion, de mener cette bataille juridique, alors que les expulsions vont redémarrer là au 1er avril. Un point négatif pour Lise Dalleux. Dalleux. Le point négatif, écoutez, c'est qu'on parlait d'écologie, c'est que les Lillois trouvent que le changement pour un mode de vie plus écologique n'avance pas assez vite. On n'a pas encore assez de bio dans les cantines et dans les crèches, par exemple, pour ne citer que celui-là. Il y a trop de pollution, pas assez de coopération et pas assez de participation des Lillois. Et Audrey Lincolnel, il faut en trouver un point négatif du mandat sortant. Écoutez, j'ai parlé d'éducation. Le point négatif, c'est qu'on n'a finalement pas eu tous les bienfaits qu'on aurait pu avoir sur ce projet éducatif global, parce qu'on a vécu en même temps la casse de l'éducation nationale, avec des suppressions de postes, avec une réforme, un retour à la semaine de 4 jours. Voilà, donc moi j'avais envie de parler de ça, mais j'entends Lise Dalleux, j'aurais pu dire qu'un des regrets, par exemple, c'est aussi, je crois, en matière d'espace vert, parce que on n'a pas forcément atteint tous les objectifs quantitatifs, et je pense qu'en termes qualitatifs, on aurait pu faire mieux, en tout cas il faudra faire mieux, pour tenir compte davantage des usages aussi de ces parcs et jardins. Alors, on enchaîne sur vos projets pour l'emploi. On manque de données officielles et actualisées sur l'emploi à Lille, et notamment sur la population active à fin 2013, puisque les résultats du recensement ne sont toujours pas connus. Donc, les chiffres vérifiables dont on dispose sont celui de l'INSEE, tout d'abord, qui chiffre le taux de chômage, effectivement, à 11,5%, mais c'est pour le bassin d'emploi, c'est-à-dire l'arrondissement de Lille. Et puis, on a aussi officiellement le nombre de chômeurs, 18 570, soit plus de 5 000 personnes inscrites à Pôle emploi à Lille en 6 ans. C'est une augmentation de 40% à Lille, sachant que la moyenne nationale, pour la France donc, se situe pour la même période à 68%. Arnaud. Première question peut-être pour Audrey Lincolnel. 15 000 emplois créés, dit le bilan du dernier mandat de Martine Aubry. On va penser à Euratechnologie, Eurasanté, Euralille. Mais d'abord sur l'ensemble, combien sont allés à des Lillois et comment on fait, puis là c'est une question pour tous les 5, pour les futures créations d'emplois, pour que ces emplois correspondent vraiment aux besoins réels des Lillois? D'abord, c'est impossible à chiffrer combien sont allés vers les Lillois. Véronique Marchand a indiqué tout à l'heure les limites des statistiques de l'emploi, qui sont réelles et qui ne concernent pas que Lille, mais l'ensemble des villes alentours. On ne trouvera pas plus des taux de chômage fiables par rapport à l'actualité. En tout cas, bien sûr que notre priorité, c'est de créer de l'emploi, de faire du développement économique qui bénéficie en priorité aux habitants de notre ville et je dirais même plus largement aux habitants de notre métropole. Vous avez cité nos pôles d'excellence. C'est un des gisements des emplois que nous avons créés. Ça n'est pas le seul. Il y a aussi toutes les petites et moyennes entreprises, les commerces, les artisans, l'économie sociale et solidaire, l'insertion. Et là-dedans, il y a plein de Lillois de tous les quartiers. Et ce sont aussi, et je veux insister là-dessus,
pas que des postes très qualifiés, bien sûr il y en a, mais il y a des emplois pour tous. On fait tourner la parole. Jean-René Le Serre. Oui, je pense que déjà sur les statistiques du chômage, il faut quand même dire ce qui est. La Chambre régionale des comptes, lorsqu'elle examine effectivement la situation lilloise, elle vous dit qu'il y a 17% effectivement de taux de chômage de catégorie A en 2009. L'augmentation du nombre de chômeurs de 2009 à aujourd'hui a été de 44%. Il y a aujourd'hui 19 323 On a donné ces chiffres-là tout à l'heure, chômeurs. Non, ce n'était pas exactement celui que vous avez donné. Là, ce sont effectivement les derniers chiffres. Donc on se trouve effectivement à 17% plus une augmentation de 44%, ça n'a jamais fait 11%. Donc on joue sur la distinction entre arrondissement de Lille et ville de Lille. La ville de Lille, elle est autour de 20%. Ça, c'est pour le bilan de Martine Aubry. Comment vous faites, vous, s'il vous plaît, en quelques secondes, pour créer des emplois? Je propose effectivement... La politique de l'emploi est une politique nationale, donc c'est le bilan du gouvernement qu'a soutenu Jean-René Le Serre. Comment vous ferez mieux pour les 6 prochaines années, Jean-René Le Serre? Les autres métropoles n'ont pas effectivement ces chiffres-là. Comment je ferai? Eh bien, je ferai comme l'a fait Jean-Louis Borloo, par exemple, sur Valenciennes, quand il a fait venir Toyota, comme le fait le président de l'agglomération de Douai lorsqu'il fait venir effectivement la logistique, lorsqu'il fait venir Amazon, comme le fait encore Borloo sur Sével-Nord. On ferait bien de s'inspirer d'ailleurs de l'exemple de Sével-Nord lorsque l'on parle de la Redoute, où il arrive à sauver les 2500 emplois. Je développerai l'artisanat. Tout seul, vous avez raison. Oui, enfin, l'ancien maire de Valenciennes, il était aussi largement pour quelque chose. Je développerai l'artisanat, ce qui ne se fait pas, et je ferai en sorte effectivement de développer les emplois à la personne. Allez, Éric Dilly pour le Front National. Alors, la question était comment on fait pour donner de l'emploi aux Lillois. Oui, mais cependant, je voudrais revenir sur une chose. La raison pour laquelle l'emploi n'a pas bénéficié aux Lillois, et en particulier, il n'y a pas eu de véritable emploi, c'est que Mme Aubry a répété l'erreur qui avait été faite par ses prédécesseurs. Elle a mis tous ses œufs dans le même panier. La culture et les hautes technologies, les nouvelles technologies. Tout ça n'a rien donné. IBM, c'était 700 emplois, c'est maintenant 400, 200, et demain, ce sera combien? 0? Aujourd'hui, les grands méprisés, les grands oubliés de la politique économique de Mme Aubry ont été les artisans, les commerçants, les PME c'est vos et les TPE. propositions qui nous intéressent. Vos propositions. Donc, c'est priorité aux artisans. Ce sont les petites et les moyennes entreprises. La thématique, c'est la été... vision pour Lille. Donc, vos propositions tous, s'il vous plaît. Oui, madame, vous me laissez discuter quand même. J'ai le droit de présenter mes propos, j'ai le droit de... Vos propositions, c'est ce qu'on attend. Justement, je veux mutualiser les entreprises, leur donner les moyens d'accéder à des services peu coûteux qui leur rendent leur compétitivité, toutes choses qui n'ont pas été faites par les socialistes depuis 12 ans. Ces petites entreprises ont été oubliées, les moyennes entreprises ont été oubliées, et c'est elles qui produisent de l'emploi ici pour les Lillois. Quelle proposition, Lise Dalleux? Oui, alors écoutez, d'abord, assurer l'emploi local non délocalisable. Pardon. Donc c'est aussi le petit commerce de proximité. Donc ça, c'est un point fort chez nous. Ensuite, il faut faire confiance aux Lillois. Il y a d'autres modalités de concevoir de nouvelles industries, par exemple du recyclage, etc. On a des tas de jeunes entrepreneurs qui sont partie prenante pour lancer des opérations de ce type. La ville a une responsabilité à leur permettre d'être hébergés, d'occuper des locaux plus facilement, à moindre frais, pour pouvoir mutualiser des savoir-faire, des moyens et pouvoir travailler ensemble mieux. Vos propositions pour l'emploi pour les Lillois, Hugo Vandam? D'abord, c'est d'orienter notre politique pour donner de l'emploi en fait accessible à tous. Et donc, notamment une des données qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que 45% des demandeurs d'emploi de Lille ont un niveau inférieur ou égal au CAP et BEP. Donc, c'est effectivement des personnes qui n'accéderont pas aux emplois de très haut niveau et où on attend des qualifications de Bac+5 par exemple. Mais donc, nous souhaitons, par exemple, développer l'emploi industriel sur l'île et sur la métropole, pouvoir aussi, à travers les outils de l'économie sociale et solidaire, développer des filières importantes qui sont d'avenir, comme celle du recyclage par exemple. Et nous aussi sur la question du commerce de proximité, on propose un plan en fait sur la question de la reprise d'entreprise et notamment celle du commerce, à travailler avec les chambres consulaires et avec nos outils territoriaux. On a entendu plusieurs fois recyclage et commerce de proximité. Audrey Oui, je crois l'avoir dit moi-même. Recyclage peut-être pas, mais je confirme. Commerce de proximité, j'en ai moi-même parlé. Je pourrais préciser que pour ce qui est de l'industrie, elle est déjà revenue. D'abord, elle n'a jamais totalement disparu de notre ville. Heureusement, elle est déjà revenue avec Between, par exemple, où on produit des vélos. Elle va venir avec Essensol, où on produira des semelles pour des chaussures. Donc, il y a du tertiaire, bien sûr, il y a des nouvelles technologies, bien sûr, mais ça n'est pas l'essentiel de l'emploi. Il y a aussi tout le reste. Moi, je partage ce qui vient d'être dit sur le commerce, sur l'artisanat, sur l'industrie. Et l'emploi, ça se prend par tous les bouts et tous ces bouts en même temps. Un dernier mot rapide, Jean-René Le Serre. Oui, je ne pense pas que l'illénium, ce soit exactement le commerce de proximité, si vous voulez. L'emploi, le problème fondamental de l'île, c'est l'inadaptation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi.
On a une offre d'emploi qui est effectivement haut de gamme, on a une demande d'emploi qui est une demande à un niveau de formation beaucoup plus modeste. Il ne faut pas oublier qu'il y a 50% des moins de 25 ans chômeurs qui n'ont pas le baccalauréat. Alors, je vous propose d'écouter les 4 autres candidats qui ont aussi des idées pour l'emploi. Les voici avec dans l'ordre. Nicole Baudrin pour Lutte ouvrière, Alessandro Di Giuseppe qui a choisi la dérision et le deuxième degré pour faire campagne, vous comprendrez. Jacques Muttez, adjoint dans la majorité sortante, ancien du Parti radical, et Yann Pauwels pour le nouveau parti anticapitaliste. On les écoute. Il faudrait absolument se mobiliser pour interdire les licenciements. Et l'autre mesure, ça serait la répartition du travail entre tous sans perte de salaire. Et pour ça, l'argent, il faut le trouver sur les profits du patronat. Alors, comme vous le savez, l'emploi précaire, c'est ma priorité. Nous ferons travailler les Lillois 7 jours sur 7, de 7 à 77 ans, 77 heures par semaine pour 7 € de la journée. Mais également, nous créerons 1 million d'emplois dans la métropole grâce à notre politique de grands travaux comme la destruction du grand stade et la construction du grand stade tous les 5 ans. Les circuits courts, c'est un des sujets qui me paraît le plus important, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un lien direct entre les chefs d'entreprise et les demandeurs d'emploi. Mais pour l'emploi des Lillois, nous on pense que l'argent qui est actuellement l'argent public qui est transféré aux employeurs sous forme d'exonération d'impôts ou de subventions, il doit revenir dans le giron public et servir à financer des emplois utiles à la population, des crèches, des maisons de retraite publiques et l'ensemble des services publics dans tous les quartiers. Alors pour faire venir de l'emploi, il faut être attractif, que la ville soit attractive. Si on devait en retenir une dans votre projet pour les 6 ans à venir, quelle mesure principale proposez-vous pour rendre Lille plus attractive ou plus attractif, masculin, féminin, c'est comme vous voulez, en sachant que le pouvoir et le budget sont peut-être d'abord maintenant, surtout à la communauté urbaine. On va commencer le tour de table comme ça avec vous, Jean-René Le Serre. S'il fallait retenir une mesure, je crois que ce serait la mobilité sur l'île. Le fait que cette métropole est une métropole qui est en thrombose constante, que ce soit sur la 25, sur la 23, sur la 1, qu'il y a un contournement de l'île auquel il faut réfléchir, qu'il y a des voies ferrées qui aujourd'hui sont inutilisées, qu'il faut songer à remettre effectivement en circulation, qu'il y a un grand projet de la région, qui est le projet de RER bassin minier Lille, qui permettrait de desservir l'Équin, qui serait également tout à fait intéressant. On va vous reposer la question tout à l'heure sur la mobilité dans l'île. Hugo Vandamme. Sur la question de l'attractivité, si vous voulez, je pense que l'attractivité, elle a lieu seulement en fait si ça permet vraiment à chacun de se réaliser et de vivre convenablement dans la ville. Notre but, si vous voulez, c'est d'ailleurs on a fait campagne là-dessus sur rendre la ville moins chère. Notre but, c'est pas d'avoir une ville à vendre, je dirais, de l'avoir la plus attractive possible simplement pour que des spéculateurs puissent y venir. Mais l'idée, c'est comment aujourd'hui on apporte des réponses concrètes et on répond aux besoins de la population sur une politique sociale de très haut niveau, par exemple, mais aussi sur les questions d'emploi dont on a parlé tout à l'heure. C'est voilà la manière dont nous notre attractivité, c'est celle-là, c'est la mise en avant des talents, c'est aussi comment on mène une politique culturelle qui va prendre en compte, par exemple, tous les talents sur l'action de la bande dessinée, etc., qui existent déjà ici. Oui. Alors l'attractivité de la ville, c'est d'abord la qualité de vie, effectivement, des Lillois. Donc en termes de mobilité, je pense qu'on n'est pas en retard pour avoir proposé des manières de se déplacer dans l'île qui soient beaucoup plus confortables, qui évitent d'ailleurs la thrombose dont vous parliez, Monsieur Le Cerf, parce que si on vous entendait, si on avait continué à développer la possibilité pour les voitures d'entrer dans la ville, la thrombose, elle serait bel et bien là. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Et la deuxième chose que je voulais dire à l'égard de mon collègue, excusez-moi, je finis, l'Illénium, c'est, à mon avis, pas du tout, vous l'avez voté. L'Illénium, c'est un grand centre de la consommation, c'est un hypermarché qui a vocation à sortir à l'île Sud très prochainement. C'est tout sauf de la qualité de vie, c'est renvoyer les gens à leur solitude et à un excès d'hyperconsommation. Et à mon avis, c'est pas du tout attractif, ni une qualité de vie pour les Lillois. Éric Dilly, une mesure pour l'attractivité de l'île que vous préconisez. La sécurité, c'est de l'évidence. Cette sécurité est nécessaire pour que les investisseurs viennent ici. On a des zones franches au sud de cette ville où vous avez un taux de chômage de 40 ou de 50%. Comment se fait-il? Parce que justement, cette sécurité n'existe pas. L'attractivité des investisseurs viendra quand la sécurité sera rétablie dans cette ville. On a un chapitre sécurité, après on y reviendra. Audrey Lincolnel.
Alors moi je pense que l'attractivité c'est d'abord le rayonnement d'une ville et d'une métropole, parce que si on veut attirer des gens, il faut qu'ils aient une certaine image de la ville dont on parle, et en l'occurrence je crois que un des grands succès de Martine Aubry après Pierre Mauroy, c'est d'avoir réussi à faire de cette ville une ville qui donne envie d'y venir. Après il faut qu'on ait envie d'y rester, ou en tout cas quand on y est déjà qu'on s'y sente bien. C'est ce qu'ont dit un certain nombre de collègues précédemment, et effectivement il faut travailler la qualité de vie résidentielle, la sécurité en fait partie, le logement en fait partie, le cadre de vie en fait partie, parce qu'une fois que les entreprises sont arrivées, que les emplois sont arrivés, il y a eu 700 entreprises nouvelles qui se sont implantées dans la métropole ces 6 dernières années. Une fois que les gens sont là, encore une fois, il faut qu'ils fassent aussi le vivre ensemble dans cette ville. J'en profite pour dire, on a parlé du circuit court, je remercie Jacques Mutez pour faire des propositions de choses qui sont en fait déjà dans le bilan, puisqu'il y a aujourd'hui 1200 emplois qui ont été créés en circuit court, il y en aura 3000 dans le prochain mandat, mais c'est très bien que ces propositions-là soient partagées. Ce sont des propositions quand même au débat. Ce sont des propositions partagées, tout à fait. Vous allez garder la main, mais en plus court, puisque vous avez évoqué l'île métropole, contrairement à Arras, à Douai ou à Valenciennes par exemple, où les présidents d'agglo ne sont pas les maires des villes-centres. Est-ce que ici, à Lille, le maire de Lille doit être le patron ou la patronne de la communauté urbaine? Rapidement. Je crois que ça, c'est d'abord aux élus communautaires d'en décider par eux-mêmes. C'est en tout cas une tradition dans cette métropole. Personnellement, je trouve que c'est une belle tradition et qui est sans doute liée aussi au fait que, quoi qu'on en pense, Lille ne pèse pas très lourd dans la métropole. Elle ne représente qu'à peine 20% des habitants, mais en tout cas, elle en est le moteur. Et ce qui est important, c'est que ce moteur, il partage son développement avec toutes les autres communes de la métropole, et c'est ce qui est fait. Oui, écoutez, c'est aux électeurs d'en décider, c'est celui qui gagnera. Oui, mais on vous demande votre avis. Écoutez, mon avis, c'est... Qu'est-ce que pense le Front National? Le Front National dit quoi là-dessus? Peu importe la communauté urbaine, aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que Lille est au centre de la région la plus riche du monde et qu'on passe à côté totalement du développement économique. C'est ça qui est important et qui est grave. Peu importe de savoir qui sera à la tête de cette communauté, si c'est pour rater les opportunités. Dans ce cas-là, il faut changer. Lise Dalleux, la question, quand même, nous, on estime qu'elle est importante, et je crois qu'à droite aussi, on estime la même chose. Donc, on vous la pose. Elle est d'autant plus importante que, aujourd'hui, les Lillois et les métropolitains en général sont dans l'incapacité de pouvoir juger d'un projet métropolitain qui brasse quand même des sommes d'argent phénoménales, qui gère le quotidien de chacun des métropolitains. Et là, il y a un vrai problème de démocratie. Alors, contrairement à ce qu'on dit, aujourd'hui, on n'est pas en suffrage direct pour la communauté urbaine. On est juste sur un fléchage et ça ne change rien. On est quand même en élection. Maire de Lille et président de LMCU, c'est un cumul dangereux pour vous? C'est pas un cumul dangereux, simplement c'est pas là où est le problème. Le problème, c'est effectivement sur la question de la transparence et de savoir quels choix sont réalisés à la communauté urbaine de Lille. Aujourd'hui, c'est notamment là, avec les réformes des collectivités, avec la mise en place des grandes métropoles, on est dans une course, si vous voulez, à la concurrence entre les territoires, et il se trouve que beaucoup de décisions se passent à la communauté urbaine de Lille sans que les citoyens ne sachent ce qui s'y passe. Et donc, ça va être un grand enjeu pour nous aussi de ramener ces sujets dans les communes pour que les citoyens puissent s'en saisir et comprendre ce qui va se décider pour eux. Et pour terminer sur ce thème, Jean-René Le Serre. Oui, je pense honnêtement que ça n'a pas d'importance. Arthur Dotbar, qui était maire de l'Homme, a été un grand président de la communauté urbaine de Lille. Je crois que l'important, c'est les politiques qui sont mises en œuvre. Je pense effectivement qu'il y a une carence au niveau de la communauté urbaine depuis un certain nombre d'années, que la communauté urbaine ne se préoccupe pas d'avoir une politique en matière de sécurité, par exemple, qu'elle ne s'occupe guère... En même temps, c'est pas sa compétence. Elle ne s'occupe guère... Oui, c'est pas de sa compétence, mais vous savez, ma chère collègue, vous êtes une jeune parlementaire, qu'il est possible, effectivement, d'avoir une police municipale qui soit une police municipale d'agglomération. Donc, ça peut être une compétence, effectivement, de l'île métropole. Mais pour moi, la sécurité, beaucoup plus grave, beaucoup plus grave, la communauté urbaine ne se préoccupe pas du problème de l'économie. Prenez l'hypothèse, effectivement, de la Redoute. Encore une fois, c'est quand même un problème fondamental aujourd'hui. Ce problème n'a pas été pris en amont par l'île métropole communauté urbaine. C'est la raison pour laquelle nous en sommes là. Qui sont en train de se battre maintenant. Oui, et qui ont été bien mal aidés par la présidence de la communauté urbaine de Lille. Demandez-leur s'ils se sont aidés ou pas. Demandez-leur. Je leur ai demandé, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Encore un mensonge de plus. Tout ce que vous avez su faire, c'est faire du bruit là-dessus. C'est pas faire du bien. On va faire comme pour le débat des Nabos. On va demander en régie de couper les micros si vous parlez tous en même temps. Parce que les gens ne vous entendent pas si vous parlez en même temps. Nous passons au chapitre des finances locales, parce qu'on a différents sujets à traiter que vous-même mettez
en avant dans la campagne. Donc, soyons cohérents et traitons ce que vous traitez vous-même dans la campagne. Lille, comme Marseille, donc, est endettée. Est-ce que vous, mesdames, messieurs, désendettez en priorité et du coup, forcément, en coupant dans les investissements? Et si oui, dans quel domaine vous changez de cap par rapport à ce qui a été fait jusque-là? Jean-René Le Serre. Mais ce n'est pas qu'on soit endetté, c'est qu'on est surendetté. Il y a un rapport de l'IFRAP. Qui est 355 millions, les chiffres vont s'afficher. Tout à fait. La dette de Lille. Nous sommes, parmi les 30 plus grandes villes de France, nous sommes au classé 27e sur 30 au titre de l'endettement. Au titre de la capacité de désendettement. Jean-René Le Serre, la question c'est qu'est-ce que vous faites pour désendetter la ville? On n'a pas le choix, alors, chère madame. C'est-à-dire que vous êtes obligé de désendetter, sinon... Vous faites comment? Sinon, vous allez passer où les effectivement sous le contrôle des autorités de l'État. Qu'est-ce que vous cessez de faire? Cela veut dire, pourquoi les investissements? Il y a aussi le fonctionnement. Allez-y, on vous demande. Eh bien, si vous voulez, j'ai proposé que sur la durée du mandat, on réduise de 20% la masse salariale de la ville de Lille. C'est-à-dire qu'on en revienne à la situation qui était celle de 2008. Ça fait 126 millions d'euros d'économies. Avec cela, vous pouvez déjà effectivement retrouver une marge de manœuvre en termes d'investissement. L'Institut Montaigne a d'ailleurs attesté de ce chiffre. Ça veut dire aussi qu'il y aura des choix draconiens à faire. Ça veut dire que la politique de marketing territorial par le biais, par exemple, de Lille 3000 est une politique sur laquelle il conviendra de s'interroger. Hugo Vandave, est-ce qu'on désendette en priorité et comment on fait? Mais on est déjà en train de rembourser, et puis la dette, elle est utile, elle sert aux investissements, elle sert à rendre service aux Lilloises et aux Lillois. Donc il n'y a pas de sujet majeur. On est une collectivité comme d'autres et la dette n'est pas gênante dans notre fonctionnement. Par contre, ce qui est gênant, et ça faut le prendre en compte, c'est dans notre mode de fonctionnement. Là aujourd'hui, il y a une baisse de dotation une baisse des dotations de l'État aux collectivités. Et, il y a encore pendant 4 ans dans ce mandat. Non mais c'est important. On l'a dénoncé tous ensemble, toute la gauche. Et depuis 2 ans, on se trouve seul au niveau du front de gauche à dénoncer ça. Par contre, il y a encore des choses à revoir au niveau de la fiscalité. Ça, c'est important. Il se trouve que nous, on veut rééquilibrer au profit des foyers les plus modestes. Et notamment baisser la taxe d'habitation, augmenter la taxe foncière. On est tous bien d'accord. On sort d'un mandat d'investissement. Le précédent, celui d'avant, c'était un mandat justement qui nous permettait d'envisager cet investissement. On l'assume. Aujourd'hui, dans le mandat qui vient, nous sommes, pour faire fonctionner l'existant. On a encore des tas on a du patrimoine aujourd'hui fermé qui pourrait accueillir aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, des espaces de coworking en termes d'emploi, des espaces de création artistique aussi. Je pense qu'il faut regarder aujourd'hui de quoi nous disposons pour pouvoir effectivement s'en servir au mieux pour les Lillois. Éric Dilly. Il faut évidemment changer de méthode. Et en France, on ne sait pas évaluer une politique publique. Ça ne fait pas partie des catégories des fonctionnaires. C'est pour ça que moi, je veux créer des commission d'audit citoyenne, tirée au sort parmi les gens qui ont les capacités de gérer, de compter, de calculer, et qui vont examiner politique après politique la technique de la feuille blanche. On va examiner une mission, une politique, par exemple la politique de l'enfance. On va examiner quels sont tous les moyens nécessaires pour appliquer cette politique, et ensuite on va adapter dans les 3 ans qui viennent les moyens afin de réduire de 20, de 30 ou 40% et surtout d'améliorer l'efficacité de cette politique. Ces choses sont utilisées dans les pays anglo-saxons, sont utilisées en Asie du Sud-Est et n'ont jamais fait l'objet d'aucune étude ici en France. Audrey Lincolneld, après un mandat d'investissement. Oui, écoutez, moi déjà, je ne vais pas vous dire des choses ni farfelues, ni fantaisistes, ni essayer de promettre la lune sans faire aucune proposition. Ce que je voudrais dire, moi, c'est que cette ville, elle est bien gérée. Vous avez dit qu'elle était endettée. La vérité, c'est qu'effectivement, la dette de Lille a été multipliée par 2 pendant ce mandat. Nous l'avons dit, nous l'assumons. Cet endettement, il était là, ça a été dit, pour financer des investissements importants, des investissements qui correspondent à des engagements que nous avions pris devant les Lillois en 2008, à des choses qu'ils attendaient, des nouveaux équipements, des nouveaux logements, des espaces publics, des espaces verts, etc. Néanmoins, cette ville, elle est bien gérée, son endettement est maîtrisé, la Chambre régionale des comptes en a attesté, elle dit elle-même qu'il n'y a pas de risque majeur et que tout ça est conforme aux règles de bonne pratique. Donc moi, ce que je veux dire aux Lillois, c'est que demain, leur ville restera bien gérée, que demain, leurs impôts resteront stables en fonction de la conjoncture, bien sûr, mais comme on l'a fait ces dernières années. Voilà, il ne faut pas faire peur aux Lillois, il faut dire la vérité. Oui, et cette ville, dans tout
Dans toutes les enquêtes qui ont été faites et en comparaison avec toutes les autres villes montrent qu'elle a une fiscalité modérée et un endettement maîtrisé. Les dépenses, les dépenses de fonctionnement, vous voulez être particulièrement vigilant là-dessus, Jean-René Le Serre. Pourtant, au chapitre de la sécurité, vous voulez doubler la police municipale. Actuellement, 95 policiers. Vous, ça sera x2. Éric Dilly, ça sera x3. Comment vous résolvez cette équation sans toucher aux impôts? Oui, mais j'aimerais Comment vous faites pour baisser la masse salariale si vous embauchez 100 policiers municipaux en plus? J'aimerais quand même bien opposer un certain nombre d'évidences constatables. Il suffit de regarder les chiffres par rapport à ce que vient de dire Mme Linkenheld. Enfin, sur les 30 villes... Non, mais les gens, les chiffres, ils ne vont pas les digérer à cette heure-là. Ce ne sont pas des chiffres, c'est un classement. Sur les dépenses totales par habitant, on est 27e sur 30. Mais regardez sur les dépenses de fonctionnement, on est 24e sur 30. Sur le taux de taxe d'habitation, on est 30e sur 30. Pas en même temps. Dites ce que vous proposeriez, dites-le. On va essayer de pas faire une revue de presse. Permettez que l'on rectifie lorsque les propos qui sont donnés sont des propos totalement contraires à la réalité. Jean-René Le Serre, comment vous faites pour garder... Comment vous gardez les finances comme vous souhaitez les garder en multipliant par 2 le nombre de policiers municipaux? Eh bien, je vous réponds très simplement. Je parlais tout à l'heure des 20% effectivement de baisse de masse salariale hors police municipale qui rapporte effectivement sur le mandat, sur les 6 ans, 126 millions d'euros. L'estimation effectivement du doublement des effectifs de la police municipale faite par l'Institut Montaigne, mais qui considère que je vais les doubler dès le 1er avril, ce que je n'arriverai pas à faire, coûterait, armement compris, 60 millions d'euros. Il reste encore 66 millions d'euros de bénéfices qui permettront de réduire le taux de la taxe d'habitation. Éric Dilly, vous, c'est x3. Oui, vous multipliez par 3 le nombre de policiers municipaux. C'est pas parce que vous allez mettre le nécessaire dans cette politique que vous ne pouvez pas faire d'économies dans les autres domaines. Il y a, en matière d'association, on dépense 33 millions d'euros par an. Il n'y a pas de possibilité d'évaluer les associations qui n'ont pas fait l'objet d'aucune évaluation. Personne n'évalue les politiques publiques. Par qui faites-vous évaluer? Aucune association n'a de subvention s'il n'y a pas un rapport d'activité. Par des commissions d'audit qu'on va faire venir sur la mairie de Lille afin qu'elles examinent les comptes. Par les commissions citoyennes qui, elles, examineront politique par politique, association par association. Ça s'appelle la Chambre régionale des comptes. Non. Mais si. Mais bien sûr, mais la Chambre régionale des comptes ne sert strictement à rien puisqu'elle débouche sur rien. Moi, je vous parle d'une nouvelle méthode qui n'a jamais été mise en place. C'est la technique de la feuille blanche. Elle n'est pas utilisée en France parce que la tradition ici de la fonction publique n'est pas d'évaluer les politiques publiques. C'est une nouvelle façon d'aborder. Et quand vous regardez, au regard des 5000 personnes qui travaillent à la mairie de Lille... 3500. 5126 ETP. Voilà. Plus tous ceux qui travaillent à côté. Vous avez 300 personnes, c'est-à-dire 200 personnes de plus. Vous avez quoi? Une augmentation de 4% de la masse salariale, mais qui sont d'une utilité fondamentale. L'affaire de la politique, c'est faire des choix. Je suis désolé, Madame Aubry, elle, a mis tous ses œufs, comme je dis, dans le même panier, c'est-à-dire la culture, vous nous dites ce que vous faites en plus, mais jamais ce que vous faites en moins. Voilà. 60 millions, c'est ce qui permet de rénover 10 groupes scolaires, des cantines. Voilà, c'est ça, 60 millions. 60 millions, c'est à peu près ce qu'on a mis pendant 6 ans pour rénover les écoles. Et les 800 millions que vous avez mis dans le grand stade. 60 millions, ça veut dire autant d'écoles modernisées en moins. Le grand stade, c'est vrai, la métropole. Les écoles ont été oubliées. Les écoles ont été totalement oubliées. On va passer, s'il vous plaît, des finances locales à la sécurité. Vous êtes content, Éric Dilly? Oui, mais on va quitter les chiffres. Vous êtes content? Je vais vous poser une question à vous, Éric Dilly, et rien qu'à vous. Donc je pense qu'on va leur donner la parole. Juste comme ça, petite question de néophyte. En quoi le fait d'armer la police municipale, c'est une mesure qui peut garantir davantage de sécurité? Parce que sinon, on a vu un mort à Nice, encore tout récemment, qui est la ville la plus, en plus, vidéo surveillée de France. Voilà, donc... Armement égale plus de sécurité. Oui, bien sûr, oui. Et puis il y a aussi le jeune homme qui a été assassiné à coups de couteau parce qu'il rentrait dans son hall d'immeuble et par une série de multirécidivistes qui étaient là, jeunes, qui squattaient le hall. Oui, bien sûr, mais c'est normal que lui meure. Mais lui, c'est normal. Mais on vous demande... La sécurité fait partie des choses fondamentales. C'est le droit minimal que les citoyens ont le droit d'avoir. L'armement, plus de sécurité. Parce que sinon, vous devez mettre 5 policiers municipaux. En armant et en passant une convention avec la police nationale, vous pouvez avoir une efficacité
multiplié parce que justement vous armez les policiers municipaux. Les policiers municipaux ne doivent pas être en situation d'infériorité par rapport aux gens qui se baladent dans les rues de Lille et qui menacent la sécurité des individus. On est tout à fait d'accord. Effectivement, l'apanage de la répression de la grande violence, c'est la police nationale qui doit être armée, qui est compétente pour ça, qui est formée pour ça. On n'a pas les moyens, c'est les résultats de la politique de 10 ans d'une politique de droite. Donc voilà, donc on les réclame. Attendez, je continue. Parce que la police de proximité, et je souscris aussi effectivement à renforcer les moyens de la police locale qui aurait un rôle de médiation et de prévention et qui n'est pas là pour être armé. C'est pas son job, c'est pas son boulot. Mais il faut assurer de la présence. Sociale. Il faut assurer de la présence. Elle ne sert strictement à rien. Laissez-moi parler, Monsieur Dilly. Il faut assurer de la présence dans les rues et il faut assurer aussi des gens auprès des populations qui se sentent souvent abandonnées parce que ne sachant pas à qui parler. Ça, c'est la police municipale. Mais en aucun cas, c'est la répression du grand banditisme et des agressions violentes. Hugo Vandam, vous êtes d'accord là-dessus? Policier municipal égale médiateur? Oui, davantage. Son rôle, c'est d'être davantage dans la prévention, surtout pas de les armer. Par contre, moi, par rapport à ce que je viens d'entendre, je commence un petit peu à être fatigué, si vous voulez, qu'on joue un petit peu avec ce sujet, en utilisant les faits divers. Je veux dire, à ce coup-là, dans ce cas, il faudrait mettre un agent derrière chaque personne, derrière chaque Lillois, pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui plante un couteau chez son voisin. Non, il faut aussi prendre de la confiance, et puis il faut aussi à un moment agir sur les causes de l'insécurité. Aujourd'hui, c'est l'un des faits de la délinquance, c'est d'abord l'injustice sociale. Si on n'agit pas pour améliorer les conditions de logement, pour améliorer les conditions d'emploi, pour apporter une condition de vie décente pour tout le monde, et ben là, c'est en répondant à ces préoccupations-là qu'on agira contre la sécurité, et pas simplement en armant la police, voilà, et qui va changer les relations entre les agents municipaux et la population. Il faut surtout pas faire ce type de promotion. Et la vidéosurveillance et la vidéoprotection, vous êtes favorable à mettre des caméras partout dans les rues? Je suis favorable à mettre des caméras, effectivement, dans l'espace public. Je suis d'ailleurs, sur ce point, en accord avec l'intégralité des maires des communes de plus de 100 000 habitants, sauf deux, Nantes et puis Lille. Et comme la candidate socialiste sur Nantes est également d'accord pour installer de la vidéoprotection, si Mme Aubry était réélue, nous serions la seule ville à ne pas en disposer. Peut-être un mot sur la police municipale. Moi, j'avais armé la police municipale lorsque j'étais maire de Marcq. Tout dépend de votre appréhension de la police municipale. Si vous voulez une police de stationnement, comme c'est le cas à Lille aujourd'hui, c'est-à-dire une police qui vous verbalise lorsque vous sortez d'ici, c'est pas la peine qu'elle soit armée. Si vous voulez une police de sécurité, c'est-à-dire une police qui travaille le soir lorsqu'il y a effectivement des problèmes d'insécurité très lourds, ce serait criminel à ce moment-là de ne pas armer votre police. Donc c'est le choix effectivement que nous avons fait, et pour cette simple raison. Audrey Linkenheld. D'abord, c'est quand même un peu facile de faire comme s'il ne s'était jamais rien passé. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il manque 400 policiers à Lille et dans les environs. On ne vous a jamais entendu le déplorer. Jamais. La seule qui a toujours réclamé des policiers supplémentaires, c'est Martine Aubry. Et que s'est-il passé pendant que vos amis de droite étaient au gouvernement? Rien. Le seul gouvernement qui baisse les dotations aux collectivités, c'est le vôtre. Il a fallu attendre l'arrivée de Manuel Valls pour qu'on ait 200 policiers supplémentaires qui petit à petit arrivent sur le terrain une fois qu'ils sont formés. Et encore, ça ne fait pas le compte. Qui conseille l'installation de la vidéoprotection? Sur la police municipale, je vous conseille quand même sur la police municipale d'aller discuter un peu avec un policier municipal, parce qu'il vous dira qu'il ne fait... Mais à Marc-en-Barœul, cher monsieur, on parle de Lille. C'est un petit peu différent, c'est 10 fois plus grand. Mais les policiers municipaux Parlez avec les policiers municipaux, ils vous diront qu'ils ne font pas que du stationnement, ils ne font même pas que de la médiation. Ils sont régulièrement dans ce qu'on appelle les cellules de veille, avec la police municipale, nationale, les bailleurs, la justice, l'éducation nationale. Ils aident concrètement à assurer la sécurité dans cette ville. Vous n'y croyez pas vous-même? Bien sûr que j'y crois. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. Moi aussi. Et c'est parce qu'on y croit que d'ailleurs Lille est une des villes les mieux dotées en policiers municipaux. Et ils ont bien envie de faire autre chose. Et qu'elle propose d'ailleurs 97. Mais oui, et c'est plus par habitant parce que vous aviez à Marcq. Vous allez nous faire rire. Oui, c'est plus que ce que vous aviez à Marcq. Un mot sur les caméras de surveillance dans la rue, s'il vous plaît. Un mot sur les caméras de surveillance. Mais sur la vidéosurveillance, on l'a dit, d'abord, il y a 4500 caméras de vidéosurveillance à Lille, donc non, Martine Aubry n'est pas opposée au principe. Mais pas dans les rues. Pour l'instant, avec personne derrière. Voilà. On sait quand il y a des faits tangibles, il y a y compris des caméras ailleurs, ça se fait en lien, là encore une fois, avec la police nationale. Mais nous redisons que ce qui compte, c'est la présence humaine. C'est les hommes et les femmes qui assurent cette sécurité, cette tranquillité, d'abord parce qu'ils dissuadent, parce qu'ils protègent et parce que, comme ça a été dit, ce sont eux qui courent après les bandits, si je peux dire ça comme ça, et pas tellement les caméras. On termine rapidement, Éric Dilly et Lise Dalleux.
Brièvement sur les caméras de vidéosurveillance. Alors, la différence entre la vidéosurveillance et puis la vidéoprotection, c'est que la vidéosurveillance, vous avez quelqu'un derrière la télévision. Et par conséquent, vous pouvez anticiper ce qui se passe, les délits qui ont lié. Oui, vous anticipez parce que vous voyez les gens, vous voyez les délits devant et vous pouvez appeler et interpeller la police immédiatement pour agir. Tandis que la vidéoprotection, vous êtes a posteriori. Et donc, c'est très important. Évidemment, les caméras descendent pas. Mais quand vous n'avez pas d'effectif, contrairement à ce que vous dites, Mme Cohen, il y a un policier, vous imaginez, 97 policiers municipaux, c'est 3 fois en dessous de la moyenne nationale. C'est pas vrai. 3 fois en dessous de la moyenne nationale. Arrêtez de donner les chiffres erronés. Sans hommes, vous n'avez pas d'efficacité. Vous voulez mettre quelqu'un derrière le système de protection de vidéo dans la rue. Lise Dalleux. Fortune, ça vous l'avez pas chiffré non plus d'ailleurs. Voilà. Mais bien plus. Non, je réponds à Monsieur Dilly. En mettant quelqu'un derrière toutes les caméras. D'ailleurs, moi, je prétends que la caméra, c'est quand même une intervention après coup. Le coup est donné. Et parfois, on retrouve la personne. Simplement, moi, je dis qu'il faut absolument accompagner, et la ville a une responsabilité là-dedans, l'animation de nos rues par le commerce indépendant de proximité et par toutes les initiatives habitants qui peuvent aussi remonter, qui ne sont pas aujourd'hui assez soutenues. Mais ils ferment partout. Voilà, on termine là. Ils ferment partout les commerces. Mais brièvement, s'il vous plaît, c'est vous qui concluez. Là. Oui, je vais simplement être court sur le sujet, mais en disant qu'au-delà des cellules de veille, on peut également penser un nouveau mode de fonctionnement avec des unités de tranquillité publique, d'associer aussi différents services, tant sur le pôle médiation que sur les agents municipaux, donc de la police municipale, mais aussi par exemple des agents de la propreté, et mieux prendre en compte aussi ce qui peut être exprimé de la part de la population. De la présence humaine. La présence humaine, voilà. Il y a 700 médiateurs. Il y a 700 médiateurs dans le métro. Et les chiffres, on arrête parce qu'on a pris plein de chiffres dans la tête depuis le début de l'émission. Donc vous coupez son micro parce que sinon on ne va pas entendre les 4 autres candidats qui ont aussi des propositions à faire. Nicole Baudrin, Alessandro Di Giuseppe, Jacques Mutez et Yann Pauwels. La délinquance est absolument liée au chômage et il faut résorber le chômage. Et pour ça, il faudra prendre sur les actionnaires les plus riches et puis créer absolument des emplois, aussi bien dans le public que dans le privé. Et puis, si on veut qu'il n'y ait pas de désespoir chez les jeunes des quartiers, il faut absolument qu'ils soient embauchés en CDI et puis qu'on les forme aussi, parce que sinon, c'est sans avenir pour eux. Vous le savez, l'ultrasécurité, c'est ma priorité. Nous rendrons possible le port d'armes selon le second amendement des États-Unis, comme on le voit dans les séries américaines, pour tout le monde, pour chaque Lillois, et notamment les écoliers. Mais aussi, nous instaurerons des milices privées non formées dans les rues et dans le métro, comme on l'a vu très récemment avec bonheur. Le soutien aux commerçants, c'est-à-dire la vidéoprotection sur les linéaires commerciaux, c'est mon point le plus fort. Alors concernant la sécurité, nous on pense qu'il faut avant tout, c'est un débat qui est imposé par la droite aujourd'hui, qui fleure mauvais, qui rappelle 2001 et la montée du Front National. Nous on pense qu'aujourd'hui la vraie délinquance, elle est surtout en col blanc. On l'a vu aujourd'hui avec l'affaire Sarkozy, hier avec l'affaire Cahuzac. Et la vraie insécurité sociale, et la vraie insécurité en revanche, elle est sociale. Et donc on est pour mettre un terme à toute la précarité qui concerne l'emploi, le logement, interdire les expulsions locatives et appliquer la loi de réquisition des logements vacants. On quitte la sécurité, on s'intéresse au logement. Le bilan du mandat, selon l'équipe sortante, ce sont 13 400 constructions, 12 000 rénovations. Alors d'abord, qui dit mieux ou différemment ou autrement pour les 6 ans à venir? Et puis, est-ce que plus d'offres, ça va aider le montant des loyers à baisser? Parce que c'est quand même un des vrais gros problèmes sur l'île. Qui veut commencer? Hugo Vandamme, tiens, on a terminé avec vous la sécurité, on commence avec vous, le logement. Merci. Donc effectivement, l'île, en fait, vous savez, est classée, d'ailleurs, je l'ai trouvé sur votre site internet, donc deuxième ville de province la plus chère au niveau du coût des loyers. Et donc à la fois, il faut bien sûr construire des logements et apporter de la réponse. Donc là, par exemple, il s'agit pour nous d'avoir 40% de logements sociaux sur l'ensemble des programmations urbaines à venir, mais aussi de lutter contre la spéculation immobilière. Et donc là, on a, si vous voulez, tout un kit complet en fait de mesures contre la spéculation immobilière, à la fois en utilisant le droit de préemption comme ça l'a déjà été fait pendant ce mandat, mais nous voulons le faire de manière encore plus forte, mais aussi revoir par exemple sur la fiscalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en augmentant la taxe foncière sur le non bâti. On est la deuxième ville de métropole la plus basse, et seule la Madeleine a un niveau de foncier non bâti plus bas que nous. Là-dessus, c'est aussi un des leviers qu'il faut saisir pour pouvoir baisser la taxe d'habitation et aussi utiliser les baux amphithéotiques, enfin en tout cas tout un panel de mesures pour lutter contre la spéculation immobilière. Jean-René Le Serre sur le logement.
Sur le logement, il y a énormément de problèmes qui se posent. Il y a des problèmes qui se posent notamment au niveau du logement social, sur la rénovation nécessaire du logement social. Des choses ont été faites, je ne critique pas la totalité, mais je peux vous dire que après les visites que nous avons tous faites dans les logements sociaux, il y a des logements sociaux encore où la situation est totalement indigne. En outre, Lille est une ville de locataires, 70% de locataires, 30% de propriétaires. Je souhaiterais que l'on aide à l'acquisition de propriétés, que l'on aide également d'ailleurs les habitants des logements sociaux à devenir propriétaires, ce qui est parfaitement possible et ce qui permettrait quelquefois d'aboutir à une culture qui serait un peu différente. Oui, alors on a évoqué le coût des loyers, on n'a pas évoqué le coût des charges afférentes au logement et on sait qu'elles sont en pleine expansion. Donc nous prétendons devoir en priorité accompagner tous les Lillois susceptibles de mener une réhabilitation thermique de leur logement au plus près, en les accompagnant, en les aidant à boucler finalement une opération financière qui est quelquefois difficile. Moi j'ai entendu des Lillois me dire à 2000 francs près, à 2000 euros pardon près, je ne peux pas boucler mon opération de réhabilitation thermique. C'est très très important parce que le coût des charges va encore augmenter. Éric Dilly. Oui, mais écoutez, effectivement, on a construit 13 000 logements et il y a encore 16 000 logements qui manquent à Lille. Donc comment se fait-il qu'on a des problèmes et des erreurs de statistiques? Alors, les propositions concrètes, je veux mobiliser le foncier qui existe. Il y a du foncier public qui est disponible, qui n'est pas utilisé et qui doit être... Le foncier, c'est des terrains, hein, c'est de la place. Les terrains, le foncier et le foncier bâti. Je vais prendre, et j'ai pris par exemple l'exemple du lycée Jean Massé, du collège Jean Massé, qui doit être affecté au logement social. Deuxièmement, il faut la transparence dans l'attribution de logements. Il est scandaleux aujourd'hui que les Roms passent en priorité. Oui, en priorité dans le logement social. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui attendent depuis des années, qui voient la famille Rome qui arrive qui était là depuis 6 mois, et qui dispose et entre. Et aujourd'hui, la Cour de justice européenne vient d'obliger l'État français à mobiliser le privé. Quand les Roms ne disposent pas d'habitation, l'État doit affecter une habitation privée, un logement privé aux Roms. C'est la raison pour laquelle il y a un déficit chronique dans cette métropole de logement. Parce que les statistiques que l'on a sont fausses à cause du problème de l'immigration clandestine. Audrey Lincoln, Éric Dilly vous a fait tousser. Écoutez, moi, j'ai envie de stigmatiser personne et je veux surtout pas rentrer dans ce débat un peu nauséabond là qui vient de s'ouvrir. Sur le logement, vous l'avez dit, je pense Martine Aubry et son équipe a un bilan qui, je crois, est reconnu par tous, d'après ce que je viens d'entendre. Ce qui ne veut pas dire, si vous me permettez, je répondrai, mais il faudrait me laisser un peu l'occasion de le faire. Ce qui ne veut pas dire que tout a été réglé. Nous, ça fait plusieurs années que nous avons constaté que Lille est une ville chère. Les chiffres le montrent depuis 2009. Ça fait plusieurs années aussi, Monsieur Dilly, que je sais que bien que nous ayons construit 4000 logements sociaux supplémentaires, la file d'attente des demandeurs HLM ne diminue pas. Je le sais d'autant plus qu'en général, c'est moi qui viens de voir. Pourquoi cette file, elle diminue pas? Précisément parce que les loyers sont cher dans le privé, que la crise économique est passée par là et que donc ceux qui sont dans le parc HLM n'arrivent pas à en sortir parce que le privé est inabordable et que ceux qui sont dans le privé sont obligés, voudraient le quitter et donc font une demande HLM mais n'y arrivent pas non plus. Donc pour résoudre cette difficulté de la cherté des loyers, si vous me laissez encore quelques instants, nous avons pesé de tout notre poids, notamment en construisant des logements avec des prix encadrés. C'est le logement social et c'est, Monsieur Le Serre, l'accession abordable à la propriété parce que figurez-vous, c'est dingue, ça existe déjà à Lille. Fort bien, faisons-en davantage, c'est tout. 10%, 6 ans, et on en propose 15% pour le mandat qui vient. Et je vais vous dire une chose, il paraît même, ça se fait, et il paraît même qu'en matière de vente HLM, puisque vous en avez parlé, la région Nord-Pas-de-Calais est la meilleure de toutes les régions de France, et il paraît même, parce que j'ai regardé les chiffres, qu'à Marc-en-Barœul, on a vendu 0 logement HLM dans les 10 dernières années, ce qui n'est pas le cas à Lille. Donc voilà, donc l'ensemble de ces enjeux... Mais je peux peut-être vous donner la réponse à votre question. La réponse, elle est très simple. Mais votez la loi sur l'encadrement des loyers, alors, puisque vous êtes si on ne faisait pas sortir effectivement les logements vendus du quota, si on ne faisait pas sortir... Moi, je dois répondre à 5 personnes, donc si vous voulez, 4, pardon. Vous êtes pourtant 3 dans la même majorité, alors c'est difficile de dire. Sur le fond, vous lui répondez en 15 secondes, s'il vous plaît, on conclut là-dessus. En répondant simplement, et mon groupe l'avait proposé effectivement au Sénat à diverses reprises, que les
les habitations qui sont vendues effectivement aux propriétaires de logements sociaux ne sortent pas immédiatement du quota des logements sociaux. Et on réglera déjà très largement ce problème. Mais vous ne faites que cela, du logement social, dans un esprit de clientélisme, ma chère madame. Vous cherchez tout simplement à conserver par ce biais des électeurs. Vous vous trompez. Comme vous les logez de plus en plus mal, ils ne resteront pas effectivement fidèles à votre politique. C'est pas sur ce plateau qu'on vous mettra d'accord sur le logement. De toute façon, des logements, il en manque dans toutes les villes, qu'elles soient de droite ou de gauche. Comme ça, c'est clair. Enfin, il y en a qui font des choses et d'autres qui se contentent de critiquer. Donc, voilà. Et qui ne votent pas les lois qui permettraient d'aller plus loin. Continue jusqu'à dimanche et nul doute que vous allez en reparler dans vos tournées des marchés. Voilà, 6 000 rénovations en 6 ans. Alors, voilà. Je vous propose 3 500. On avait dit 15 secondes. Voilà. Combien vous proposez de construire? Non, relancez pas le débat. Audrey Lincolnel. Non, relancez pas le débat. Pas un mot sur le HLM dans votre programme. Ça n'est pas ici. Ça n'est pas ici qu'on vous mettra d'accord. Donc, je vous propose de revenir à une question que vous aviez évoquée en... Non, mais Audrey Lincoln, il faut être sérieux. C'est pas ici qu'on réglera la question des transports. Non, mais je dis pas que vous n'êtes pas sérieuse. Chacun doit être sérieux. On ne réglera pas la question des transports sur ce plateau. Néanmoins, du logement, on va essayer de régler les transports. On va revenir à la question des transports que vous aviez les uns les autres évoqués en préambule. Et on va l'aborder par cet angle. Jean-René Le Serre, sachant que les prix des transports publics payés par l'usager, le prix est déjà bien inférieur au coût réel, est-il possible d'envisager la gratuité des transports en commun, puisque vous avez évoqué en début d'émission la thrombose, etc., et les différentes solutions possibles? Votre avis là-dessus? Je ne le pense pas. Je pense effectivement que le transport a un prix. Envisager effectivement des possibilités pour les familles nombreuses de payer moins cher, pour les étudiants effectivement comme les choses existent déjà dans une certaine mesure, soit, mais la gratuité ne serait pas à mon avis une bonne chose. En outre, le grand problème du transport en commun, c'est que lorsque j'étais étudiant et que M. Notbar créait effectivement son métro, nous étions effectivement dans les premiers de la métropole. Aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose depuis cette époque sur le développement des transports en commun. On a le tramway le plus brinque-ballant de tous les tramways de la République. On parle de demain, hein. La gratuité du transport public, pour vous, c'est une piste sérieuse? C'est une piste très sérieuse, c'est une proposition que nous formulons. Je veux dire, c'est tout d'abord, en fait, c'est la mesure la plus écologique, mais aussi celle qui va le plus dans le sens de la justice sociale. Il y a toute une série de communes en France qui y sont déjà, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, c'est des propositions qu'on peut trouver en Belgique et même aux États-Unis. En fait, effectivement, il y a des économies sur lesquelles on peut aller. Je pense à la question de la billetterie qui coûte déjà énormément d'argent, hein, la carte passe-passe, mais aussi sur la question des externalités positives. La santé ou la voirie, ce sont des économies que nous pouvons faire et injecter pour faciliter la gratuité des transports pour tous. La piste de Lise Dalleux. Alors voilà, nous avons mis en place une palette de propositions qui soient des alternatives confortables et crédibles à la voiture, qui vont de l'autopartage jusqu'à effectivement prendre le bus, le métro, le vélo. Et voilà, donc aujourd'hui, les gens paient en fonction de leurs ressources. Et il y a je sais que en préparation, nous allons avoir une tarification sociale beaucoup plus affinée qui va sortir très très prochainement, et c'est normal, effectivement. Éric Dilly, sur la mobilité. Sur la mobilité, je pense qu'il manque de transports en commun dans cette ville. Quand on a fait le réseau de métro... Mais vous voulez supprimer les couloirs de bus dans votre programme? Oui, parce que je pense qu'un couloir de bus, c'est occupé 3% du temps. Et par conséquent, 97% du temps, il est vide. Donc c'est inutile. Donc les bus rouleront dans les bouchons. Alors je reviens, il manque de transport en commun. Les vélos qui les fréquentent le reste. Oui, je sais à contresens, et puis qui termine au CHR. Oui, mais ça fait partie aussi des réalités. Mais il y a des cours aussi pour apprendre à rouler à vélo. On manque de transport en commun. Quand on a fait le réseau du métro, il fallait 4 lignes. C'était comme ça le projet avait été fait. On n'en a que 2. Aujourd'hui, il faut remettre une ligne de métro supplémentaire. Il faut que la ligne de 4 cantons relie le métro de l'Équin, l'aéroport de l'Équin. Il faut justement permettre aux véhicules de ne pas entrer en ville. On va déjà doubler les rames, ce sera déjà... Oui, mais bon, vous allez doubler les rames, mais vous n'allez pas améliorer, si vous voulez, l'étoile de circulation des transports en commun. Il y a une partie de la métropole lilloise qui est totalement coupée des transports en commun. Oui, avec les bus. Mais il faut une demi-heure pour aller du centre de la Madeleine pour aller à Lille. Il n'y a plus de thrombose grâce au transport en commun. Mais non, il n'y en a plus. C'est dans la nuit qu'il n'y a pas de thrombose dans vos rêves. Et l'idée de la gratuité des transports qui est évoquée ici et là? Écoutez, moi je pense que c'est important d'avoir des tarifs qui soient adaptés à chaque statut, si je puis dire, et puis à chaque
ressources, mais je ne crois pas quand même que la gratuité soit le sujet numéro 1 de la mobilité dans la métropole. Je pense que ce qui est important, c'est que justement chacun ait sa liberté de mouvement, parce que ça fait partie de sa liberté, qu'on lutte contre la pollution, et on a vu avec le dernier pic combien c'était important, en proposant des modes alternatifs à la voiture. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir la voiture parce qu'il y a des moments où elle est indispensable, mais en développant des modes alternatifs. Et moi, plutôt que de faire des économies pour essayer de financer la gratuité, je préfère qu'on maintienne des tarifs payants mais abordables et qu'avec l'argent disponible, on continue à développer les transports en commun pour le plus grand nombre, que ce soit le métro, le bus, le vélo ou la marche à pied. Et sur la mobilité, de 20% en 5 ans, et ça c'est quand même à prendre en compte. On a supprimé la gratuité des transports pour les lycéens, donc c'est aussi leur accès à l'école qu'on n'encourage pas. En tout cas, sur la mobilité, 4 autres candidats ont des propositions qu'on écoute tout de suite. Quand on cherche un travail ou qu'on veut le garder, on est obligé de se déplacer beaucoup et de se déplacer très loin. Et si on veut absolument que la ville, elle ne soit pas asphyxiée par les voitures, il faut absolument développer des transports en commun, qui soient avec des horaires qui soient adaptés aussi au travail posté, et des transports en commun qui soient beaucoup plus importants que maintenant, et qui surtout soient gratuits. Et pour ça, il faut qu'ils soient financés par le patronat. Vous le savez, l'hypermobilité, c'est ma priorité. Nous sommes pour le tout-voiture à Lille. Nous sommes pour le développement des transports en commun tels que l'hélicoptère ou l'avion. Et d'ailleurs, à propos d'avion, nous allons raser l'île Sud pour en faire un aéroport international Britney Spears. Le développement du transport collectif. Je n'oublie pas que je suis aussi le délégué régional de la FNTV, la Fédération nationale des transports de voyageurs. On est pour, on l'a vu avec le pic de pollution, c'est important écologiquement, c'est aussi important socialement d'imposer les transports en commun gratuits pour l'ensemble de la population, pour que les gens puissent aller travailler, pour que les gens puissent chercher un emploi, se déplacer, et puis écologiquement pour réduire le nombre de voitures en ville. Donc il faut une régie publique des transports et les transports gratuits. Voilà, on approche de la fin de l'émission, donc pour conclure, cette question qui se pose à quelques-uns, mais peut-être pas à tous. Audrey Linkenheld, pour un second tour, vous tendez la main à toute la gauche pour une fusion des listes ? En tous les cas, à ceux ici présents, à savoir les écologistes et le Front de gauche? Écoutez, en tout cas, on a une certaine amitié pour eux, puisque nous avons formé la même majorité municipale. Après, je pense que les discussions de second tour, elles dépendent surtout des résultats du premier tour. Et moi, ce qui m'importe, c'est qu'au premier tour, Martine Aubry fasse un score le plus élevé possible qui reflète l'adhésion des Lillois à ses propositions. Éric Dilly, vous avez un partenaire potentiel si vous décidez de vous maintenir pour le second tour? Je pense n'en avoir pas, parce que l'UMP et en particulier Jean-René Le Cerf ont déjà dit qu'ils allaient soutenir le Front républicain au cas où je me trouvais en seconde position ou en première position. On va répondre tout de suite là-dessus. Jean-René Le Cerf. Si vous voulez, moi j'étais très surpris par exemple d'entendre Madame Aubry dire à un de mes amis, Thierry Cochet pour ne pas le nommer, qu'il y avait dans ses concurrents 3 personnes qu'elle ne respectait pas, Éric Dilly, Hugo Vandamme et moi. Donc je me demande comment vont se passer les négociations effectivement d'entre deux tours. Toujours ces attaques personnelles. En ce qui me concerne, écoutez, l'attaque personnelle, c'est elle qui l'a faite. En ce qui me concerne, j'ai toujours dit que j'étais un partisan du Front républicain. Je peux dire que vous avez dit à mon voisin que... Oui, bah écoutez, il y a des témoins, pardonnez-moi, mais il y a des témoins. Une chose est sûre, il y a 2 listes qui fusionneront pas, c'est celle de Martine Aubry avec celle de Jean-René. Là, vous avez raison. Brièvement, en quelques secondes, Hugo Vandamme et Lise Dalleux, si Martine Aubry vous tend la main, ce qui est fort probable, si vous êtes en situation de fusionner, c'est-à-dire plus de 5%, vous dites oui pour le second tour. Ça dépendra aussi des conditions. Là aussi, d'abord, il y a un premier tour. En plus, malgré les sondages, il y a quand même un vote et les gens peuvent choisir. Nous pourrions aussi être en tête, par exemple, du premier tour. Nous avons écrit notre programme sur des valeurs écologiques et aussi sur les attentes des Lillois. Donc c'est à l'aune de cela que nous nous rencontrerons entre les 2 tours. Une question de conclusion pour convaincre celles et ceux qui seraient tentés de ne pas voter dimanche. Vous avez 20 secondes pour les motiver en leur donnant votre vision pour Lille, pour les Lillois, à l'horizon 2020. Dernier tour de table en fonction du tirage au sort. On commence avec Lise Dalleux. D'accord. Alors les Lillois réclament un mode de vie plus écologique. Donc nous ne ferons pas avancer l'écologie sans les écologistes au sein de la municipalité. C'est court. Audrey Linkenheld.
Écoutez, ce que Martine Aubry propose aux Lillois, c'est une ville où chacun puisse vivre bien et où on puisse aussi tous bien vivre ensemble. Donc chacun, c'est évidemment chaque génération, chaque habitant, quelle que soit son origine, sa culture, son quartier. Voilà, en les accompagnant du plus petit au plus bel âge de la vie. Et puis vivre ensemble, je crois que c'est aussi un état d'esprit finalement qui passe par la convivialité et la culture. Et c'est aussi ça que Martine Aubry propose aux Lillois. La vision Lille 2020 d'Hugo Vandamme. Oui, pas seulement du Vandamme, mais du Front de gauche. C'est celle de rendre la ville moins chère. C'est aussi celle d'avoir une vie sociale agréable pour tous, qui permettent un soutien fort et efficace avec les associations, et qui permettent un nouvel élan de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire sur toute la ville. Votre conclusion, Jean-René Le Serre? Je dirais simplement que cela fait aujourd'hui plus de 60 ans que le Parti socialiste domine sans partage la ville de Lille. Que donc, si les Lillois aujourd'hui sont satisfaits en matière de sécurité, sont satisfaits en matière d'emploi, sont satisfaits en matière d'éducation, par exemple le choix du samedi, qu'ils votent pour Martine Aubry. S'ils estiment effectivement que l'alternance amènerait un peu d'oxygène, il y a la liste que je mène qui leur offrira l'alternative qui est nécessaire. Le mot de la fin vient à Éric Dilly. Écoutez, on vient de découvrir dans ce débat qu'il n'y avait pas 7 listes à gauche à Lille. Il y en avait 8, avec celle de M. Le Cerf, qui se va soutenir, bien évidemment, Mme Aubry. Ensuite, les 35 dernières années, M. Le Cerf, de l'opposition à Lille, ont été tout simplement 95% des délibérations votées qui ont été présentées par le Parti socialiste. Donc, votre opposition est une mascarade de campagne. C'est votre mot de fin, Éric Dilly. Par conséquent, c'est votre mot de fin. Et par conséquent, la seule opposition qui existe ici dans cette ville, c'est moi. Quand il faut remplacer le toit d'une école, on le vote. Notre émission spéciale est terminée. C'est fini pour ce dernier débat. D'avant le premier tour, prochain grand rendez-vous pour ces municipales. Évidemment, notre soirée électorale de dimanche, bien sûr, dès 19h. Ce sera avec le JT d'abord. Et puis ensuite, à partir de 20h.